Salut, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui dans tout ce bazar parce que je voulais vous parler du matériel que j'ai qui concerne les plantes. Donc le matériel que j'utilise quotidiennement, aussi bien que le matériel que finalement j'ai acheté et que j'utilise pas ou très rarement. Donc je vais tout vous présenter, comme ça vous donnera peut-être des petites idées de choses que vous pourriez utiliser et qui pourraient vous être utiles et de choses que potentiellement vous n'êtes pas obligé d'acheter parce qu'au final on l'utilise pas forcément. Alors, première chose, très basique, j'ai des arrosoirs, hein, forcément. Voilà, alors celui-là, c'est celui qui était dans ma salle de classe. Là, je l'utilise pour les engrais, mais je sais pas encore dans quelle classe je vais aller. Là, c'est les vacances, donc forcément, il est là. Et peut-être que si je refais un projet autour des plantes dans une classe, je le rapporterai. Mais pour l'instant, il me sert à diluer les engrais, comme ça, j'ai deux arrosoirs séparés pour ça. Donc le blanc, tout simple. Alors, je sais pas quelle marque c'est. Je sais même plus où je les ai eus. Probablement chez Jardiland ou quelque chose comme ça. C'est des Hello, voilà, c'est des arrosoirs Hello. Je pense qu'on peut les trouver un peu partout. Je sais qu'ils existent dans plein de couleurs. Et j'ai aussi cet arrosoir là. Alors j'ai jamais voulu acheter un si petit arrosoir. Souvent ça fait rire les gens qui me disent ah il est trop mignon, mais en fait c'est juste que je m'étais trompée. C'est le premier arrosoir que j'ai acheté et je pensais qu'il ferait une taille de vrai arrosoir et en fait non. Donc du coup celui-là je l'ai gardé quand même parce que déjà il est super mignon, même si j'avais payé très cher pour ce que c'est, vu que j'avais payé le prix d'un arrosoir que je pensais être grand. Et je l'utilise finalement pour remplir mes contenants à bouture pour réajuster le niveau d'eau parce que comme là c'est tout petit, ben, c'est plus pratique. Ensuite, un des achats que je regrette le moins parce que vraiment je l'utilise vraiment tout le temps et ça me sauve la mise plein de fois et ça m'a beaucoup aidé au tout début, c'est ce mesureur d'humidité. Donc le principe est vraiment tout simple, on rentre ça dans la terre et on a donc le niveau d'humidité de sec à humide. Donc c'est vraiment tout simple d'utilisation, ça permet de savoir si le terreau est sec en profondeur et pas juste en surface parce que parfois c'est pas forcément évident de le savoir, surtout si ce sont des pots qui sont lourds. Les pots qui sont légers, à la limite quand on sous-pèse, c'est assez simple de se rendre compte, mais les gros pots par exemple ou les pots en terre cuite, avec ça c'est plus facile. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je recommande, que ce soit aux débutants ou aux moins débutants parce que c'est super utile quoi. Après, autre accessoire tout bête mais bien utile, c'est cette ficelle. Alors quand on n'aime pas les tuteurs en coco ou en sveigne comme on voit un peu partout et qu'on veut juste mettre des petites barres en bois, et ben c'est super utile pour attacher les branches, pour attacher les tiges. Et aussi ça me sert pour faire mes petits macramés parce que j'achète pas forcément toujours des vrais macramés sur internet ou par des créateurs ou quoi, parce que je trouve ça cher. Après je dis pas que ça le vaut pas, hein, mais j'ai pas forcément le budget pour en acheter pour toutes les plantes. Donc souvent je fais des petits macramés tout simples quand je sais pas où je vais mettre ma plante et que le plus simple c'est de la mettre au mur. Je vais vous en chercher une, comme ça je vous montre. Donc là par exemple cette Oya, c'est moi qui ai fait le macramé avec juste cette ficelle là. J'avais cherché un tuto sur YouTube du style macramé super facile en 2 minutes et effectivement ça va super vite. Alors ça n'a rien de super joli, il n'y a pas de perles, de décoration, de quoi que ce soit, mais ça fait le taf. Donc voilà, je trouve que ça sert d'avoir ce genre de ficelle chez soi. Après, j'ai acheté au tout début quand j'ai commencé ce bac de rempotage. Alors, c'est de la marque Hello, je l'avais acheté chez Truffaut il me semble. Sur le principe, je trouve ça super chouette, mais en pratique, si vous suivez un petit peu les vidéos que j'ai déjà postées, je rempote par terre, donc je l'utilise pas. Par contre, ça peut être utile pour bassiner les plantes, c'est-à-dire pour mettre un fond d'eau et mettre les plantes à arroser dedans. Mais je l'ai jamais fait et au final, ça me sert de rangement dans mon placard, c'est tout. Pour mes boutures, j'aime bien avoir des petits contenants comme cela. Alors ça c'est super pratique, notamment pour les noyaux d'avocat parce que c'est resserré au milieu. Ça j'avais eu ça il me semble chez Action. Et j'ai aussi des contenants de ce type là que je trouve hyper mignons parce que bon j'aime bien que ce soit décoratif aussi. Et j'ai aussi des vases tout simples mais je les ai pas sortis, vous savez tous à quoi ça ressemble un vase. Donc voilà, ceux-là ils sont trop mignons, ça fait partie d'un lot de 3. Les autres sont utilisés, donc bon, vous les verrez à l'occasion. Vous les avez peut-être déjà vus dans un plan de tour ou dans la dernière vidéo que j'ai fait, je pense que on doit les voir. Par rapport aux pots, il est très rare que j'achète des pots pour rempoter mes plantes parce que je garde tous des plantes que je rempote en fait, je garde, ça fait un peu poupée russe parce que je garde les plus petits que je réutilise pour des plus petites plantes et ainsi de suite. Alors là c'est pas la totalité, j'en ai aussi des plus gros mais j'ai pas tout ramené. Et cette barquette là c'est hyper pratique pour les stocker, alors ça on peut les trouver gratuitement dans les jardineries, les pépinières, ils les donnent en fait. C'est là-dedans qu'ils reçoivent leur stock et souvent on a possibilité d'en prendre en libre service. Et d'ailleurs un autre bon plan pour ceux qui ne le savent pas,
Les pots de culture comme ça, si vous avez un botanique près de chez vous, chez Botanique, ils ont des bacs de recyclage dans lesquels on peut mettre justement les pots plastiques qu'on ne veut pas garder ou qui ne nous servent plus. Et à aucun moment c'est interdit de les récupérer soi-même aussi dans le sens inverse. Donc c'est vrai que moi j'en ai pas mal récupéré. Par exemple, quand je cherchais des tailles particulières ou quoi, ou que juste j'avais pas envie de dépenser 1 ou 2 euros dans un pot en plastique qui n'avait en soi pas plus de valeur que ceux-là, et ben du coup je récupère. Donc si vous avez un botanique, pensez à ça. Ensuite, je vous avais déjà montré, il me semble, quand j'avais fait ma routine d'arrosage, j'ai ces bouteilles. Alors je crois que celle-ci vient de chez Ikea, enfin il y en a partout de toute manière. Ça me sert à conserver l'eau pour l'avoir à température ambiante. Donc bon, en ce moment c'est pas trop le cas parce que je douche beaucoup mes plantes, mais bon, il fait chaud chez moi donc c'est pas très grave en soi. Je pense que le substrat se réchauffe assez rapidement. Mais du coup c'est bien pratique en hiver pour pas avoir de l'eau gelée pour arroser ses plantes. Donc en fait j'en ai, je sais pas, 5-6, peut-être plus. Et je les remplis à l'avance et je les laisse dans le placard. Je les laisse ouverts pour que le chlore s'évapore, etc. Voilà, c'est tout bête. C'est juste des bouteilles. Après, il y a possibilité de faire la même chose dans des gros arrosoirs, hein, bien évidemment, mais moi, mes arrosoirs sont assez petits, je crois qu'ils ont une contenance de 2 litres, peut-être même pas, et du coup, ça me suffit pas pour arroser toutes les plantes, donc je préfère avoir en plus ces bouteilles. Autre chose que j'utilise souvent, ce sont des petits pulvérisateurs. Alors là, c'est un pulvérisateur avec simplement de l'eau dedans. Ça, c'est quand j'ai des feuilles qui se déroulent pas ou une plante que je soupçonne de manquer d'humidité. Alors, je vaporise pas mes plantes parce que j'ai l'humidificateur et que du coup, je trouve que ça n'a pas d'utilité. Et que de toute manière, si on voulait vraiment que ce soit efficace, il faudrait le faire tout le temps. Je sais plus qui avait fait une expérience avec un hygromètre et avait montré que en vaporisant la plante, effectivement, le taux d'humidité augmentait. Mais au bout de 10 minutes, il était revenu à son taux initial. Donc bon, ça n'a pas grande utilité, je pense. L'humidificateur, par contre, ça augmente, mais ça augmente sur du plus long terme. Sauf si on rouvre les fenêtres et que l'air est super sec dehors, forcément, ça revient à ne pas avoir utilisé l'humidificateur. Mais c'est beaucoup plus efficace si vous cherchez à augmenter l'humidité. Donc, ces pulvérisateurs, là, j'ai mis de l'eau, donc je vous ai expliqué pourquoi. Mais j'en ai d'autres dans lesquels je fais des mélanges, style savon noir, huile de neem, insecticides. Même si je vais vous parler des insecticides, je suis plus trop pour. Alors, justement, huile de neem, je sais pas comment ça se prononce, si vous savez dites-moi. Donc ça c'est un insecticide, alors c'est plus autorisé comme étant vendu comme un insecticide en France, c'est autorisé que pour la cosmétique normalement. Ça a une odeur absolument horrible et c'est censé avoir une action un peu préventive et empêcher les nuisibles de s'installer sur les plantes. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Je ne suis pas sûre à 100% étant donné que chez moi les tripes ça revient tout le temps. Après je suis pas sûre qu'il existe de méthodes vraiment efficaces parce que même quand on parle de lutte biologique, d'acariens prédateurs, etc., il faut quand même renouveler très souvent. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution définitive, ça peut aider mais c'est quand même quelque chose qui est pas top par rapport à l'écosystème, par rapport aux autres insectes, hein, parce qu'il y a des insectes qui sont utiles, il n'y a pas que des nuisibles chez nous. C'est quand même des choses qui vont terminer dans les eaux d'évacuation et qui peuvent potentiellement rester et porter atteinte à la biodiversité. Donc voilà, je pense que c'est une utilisation à limiter, tout comme... Alors le savon noir, il n'y a pas de souci, je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser sans trop de problèmes. Mais j'ai là un insecticide que j'avais acheté, ça fait longtemps que je l'ai. La plupart des insecticides qui sont vendus en jardinerie contiennent de l'huile de colza, et exclusivement de l'huile de colza. Donc je trouve que c'est un peu marketing quoi, parce que bon, de l'huile de colza on en trouve à des prix bien moins élevés. Donc l'huile étant censée étouffer l'insecte. Celui-ci par contre contient de la pyrétrine, donc la pyrétrine je saurais plus vous dire très scientifiquement ce que c'est, mais en gros c'est un extrait de plante, donc le pyrètre. Je crois que ça va rentrer dans l'insecte et que ça va lui détruire ses intestins et tous ses organes, enfin bref, c'est pas très sympa. Mais bon, hein, on veut pas qu'il reste, donc c'est un peu le but. Niveau efficacité, je suis pas hyper convaincue. Alors au début je jurais que par ça, parce que pour moi c'était la seule chose qui était efficace. La pyrétrine c'est un insecticide qui est naturel, donc qui est encore autorisé sur le marché en France, mais par contre tous les insecticides chimiques ne sont plus autorisés, et ça fait un petit moment je crois. On peut encore en acheter je crois en Belgique et peut-être en Allemagne, mais en tout cas en France ils sont plus autorisés, donc c'est pour ça qu'on trouve que des solutions naturelles dans les jardineries, et c'est du coup pour ça qu'on galère, mais à la fois bon, je pense que si c'est interdit, vous comprenez pourquoi, et c'est parce que ça peut être vraiment dangereux par rapport à la biodiversité, l'écosystème, les abeilles, les papillons, tous ces insectes utiles. Donc voilà, j'ai tout ça, mais je l'utilise plus autant qu'avant. Je pourrais passer à la lutte biologique, mais j'avoue que les insectes, c'est pas trop quelque chose que j'aime. Et puis que ça a l'air d'être un budget quand même. Donc je me suis pas encore lancée, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Là, pour le moment, je suis loin d'une grosse invasion, que
que ce soit n'importe quel nuisible, ça va, j'arrive à contenir en douchant simplement toutes mes plantes à chaque arrosage. Si je vois des trips, il arrive que je mette ce produit-là, mais en fait je me rends compte que si je les douche simplement, ça fait le même effet. Ils reviennent tout aussi vite que si j'utilise cet insecticide. Du coup, je vous recommande pas forcément, et je vous recommanderais plutôt l'abus biologique. Alors il y a Diana, des aventuriers des plantes, qui a fait pas mal de vidéos là-dessus, et je crois que c'est pas la seule. Donc voilà, si vous voulez chercher ça, n'hésitez pas, et je pense que c'est plus intéressant de passer à l'abus biologique, ne serait-ce que pour l'environnement, et que ça c'est à utiliser qu'en cas d'urgence, je pense. Même si avant c'est pas le discours que je tenais, voilà, on a tous un discours qui évolue avec le temps parce qu'on se renseigne et qu'on n'est pas tous sensibles à la même chose, mais je préférais le préciser et pas juste vous montrer ça en disant c'est merveilleux et allez-y foncez quoi. Ensuite, j'ai un petit panier là, alors j'avoue je l'utilise pas très souvent donc je me souviens même plus trop ce qu'il y a dedans. Alors il y a une pelle que j'utilise très peu parce que, à part pour les gros pots, je fais tout à la main directement. Là j'ai des petits pics à brochettes qui me servent de mini tuteurs pour les petites plantes. J'ai un sécateur que finalement j'utilise quasiment pas, parce que j'utilise des ciseaux et que j'ai toujours la flemme d'aller le chercher. Alors les ciseaux ça fonctionne tout aussi bien, alors peut-être pas sur des plantes qui ont des gros troncs, mais j'en ai pas beaucoup à part la monstera, et encore je crois qu'au ciseau la monstera ça marche aussi. Ensuite j'ai ça, alors ça j'utilise surtout sur le balcon pour accrocher les jardinières, c'est des... comment ça s'appelle, des colliers de serrage? Serflex? Je sais plus. J'en ai encore d'autres là, et j'ai un cutter que j'ai dû utiliser 3 fois pour le piléa et ses petits rejets. Donc voilà, pour moi ce qui est dans ce panier c'est pas indispensable du tout, c'est en fonction des besoins de chacun et des préférences aussi au niveau des outils à utiliser. Alors maintenant on va parler des engrais. Alors j'ai 2 engrais chez moi que j'utilise un peu en alternance. J'ai celui-ci, alors qui est pas forcément évident à trouver, je vous l'accorde, je sais plus. J'avais trouvé sur un site français, mais les frais de port, il me semble, avaient été assez élevés. Donc c'est le Plant Prod 20-20-20. Donc 20-20-20, c'est la quantité de NPK. Donc NPK, il me semble que c'est potassium, azote et phosphore. Donc en fait, le 20-20-20, ça veut dire que c'est très concentré, puisque souvent, la plupart qu'on trouve dans les jardineries chez nous, c'est plutôt en dessous de 10 les valeurs. Et le fait que ce soit égal, ça veut dire que c'est un engrais qui est équilibré, qui a les mêmes valeurs dans chaque, parce que en fonction des besoins qu'on a, je crois que ce soit pour les fruits, les fleurs, c'est pas les mêmes valeurs qu'il faut. Alors celui-là, du coup, vu qu'il est très concentré, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Dessus, il y a même écrit qu'il faut utiliser seulement en cas de besoin avéré, donc pour dire à quel point le truc est fort. Mais j'ai acheté ça l'année dernière et il me reste encore tout ça quoi. Donc bon, je pense que même si j'avais payé une blinde de frais de port à l'époque, ça vaut le coup parce que on en utilise des quantités tellement minimes et du coup vu que c'est super concentré, on l'utilise moins souvent qu'un autre engrais. Après je sais qu'il existe des autres qui sont plus simples à trouver sur internet et qui sont aussi 20-20-20, mais je sais qu'il y a aussi des valeurs au niveau des oligo-éléments qui sont intéressantes dans celui-ci. Je sais pas si on les retrouve dans les autres, il faudrait regarder en fait si c'est la même chose ou pas. Et ensuite, j'ai celui-là que je vous avais déjà montré quand je l'avais acheté. Alors, il y a écrit engrais pour la phase de croissance. Bon, comme tous les engrais, de toute manière. Celui-ci, c'est un NPK 3-1-3, donc il n'est pas équilibré comme le Plant Prod, mais du coup il est beaucoup plus léger et ça on peut presque l'utiliser à chaque arrosage. Donc après ça dépend vraiment de votre façon d'utiliser les engrais. Est-ce que vous voulez utiliser en petite quantité à chaque arrosage, ou est-ce que vous préférez faire plus ponctuellement et ne pas le faire à chaque arrosage et mettre une quantité plus importante, enfin une concentration plus importante. Voilà, moi j'ai les deux, j'utilise un peu les deux. Après j'avoue que je suis pas hyper assidue là-dessus, je devrais peut-être l'être plus, mais je note pas à quel moment j'ai mis de l'engrais à quelle plante en fait. Souvent il va y avoir 1 ou 2 séances d'arrosage parce que j'arrose pas toutes mes plantes en même temps, mais souvent sur une semaine je les arrose quasiment toutes, en ce moment en tout cas en été. Donc sur la semaine là je vais toutes leur mettre de l'engrais, mais il y en a sûrement qui passent à la trappe et que j'oublie, ça c'est quasiment certain. Alors maintenant on va passer à un autre sujet qui est les substrats. Je vais déjà aller ranger tout ce bazar là pour faire un peu de place et je vous montrer ça. Donc au niveau des substrats que j'utilise vraiment souvent, on a bien évidemment le terreau de rempotage, terreau pour plantes d'intérieur, qu'on retrouve partout et qui est utilisé par la plupart d'entre nous. Alors là je l'ai un peu mélangé avec la perlite et du coco, donc bon, c'est pas forcément représentatif, mais je pense que vous savez tous à quoi ça ressemble. On a bien évidemment un basique, la perlite. Alors je sais que certains d'entre vous ont du mal à la trouver, la perlite, je vous avoue que moi aussi ça arrive. Alors dans la pépinière qui est juste en bas de chez moi, ils en ont régulièrement. Je sais que chez Truffaut ils en ont tout le temps. Jardiland pas forcément, Botanique je vous avoue que j'ai jamais regardé, et je sais que les magasins verts n'en ont pas toujours. Alors c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que la perlite pour moi c'est vraiment un indispensable pour aérer et pour drainer en fait le substrat, et en plus ça permet, en fait ça retient l'eau la perlite et ça la redistribue plus doucement. Donc je pense que vraiment la base
que tout le monde devrait avoir, c'est terreau perlite. Alors pas forcément pour les plantes les plus faciles comme les pothos ou les misères, je pense qu'un simple terreau d'intérieur fonctionne. Après, bon, pour les autres, je pense qu'il vaut mieux aérer pour éviter de faire pourrir les racines et que les racines soient trop compactées et qu'elles manquent d'air. Ensuite, là j'ai du terreau pour cactés là-dedans. Alors, terreau pour cactés, je l'utilise pour les cactés, même si j'en ai pas beaucoup. Celle de mon balcon, et je l'utilise aussi pour les substrats que je fais pour les chênes de cœur. Pour les chênes de cœur, je mélange du terreau plante d'intérieur, de la perlite et du terreau pour cactés à peu près à proportion égale, et ça fonctionne bien. C'est quelque chose que j'avais vu, il me semble, sur un blog, et j'ai toujours utilisé du coup ce mélange et ça marche bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours du terreau pour cactés, même si j'ai pas toujours des cactés, puisque généralement elles ne survivent pas très longtemps. Ensuite j'ai des billes d'argile, alors là j'en ai acheté il y a pas longtemps, c'est pour ça que c'est aussi rempli. Les billes d'argile, j'en mets pas au fond des pots, sauf dans mes jardinières dehors parce qu'elles étaient pas trouées, alors là j'en ai racheté des trouées depuis. En général, les billes d'argile je les utilise pour surélever dans les cache-pots qui sont trop grands. Et je crois que je les utilise quasiment exclusivement pour ça. J'en mets jamais quand je rempote des plantes parce que je vois pas l'intérêt étant donné qu'il y a des trous déjà pour évacuer le surplus d'eau. Je vois pas pourquoi mettre des billes d'argile, ça permet... Enfin pour moi mettre des billes d'argile c'est juste réduire la surface de terreau, alors à moins d'avoir un pot trop grand je vois pas trop pourquoi faire ça. S'il y a des trous de drainage bien évidemment. Donc voilà, c'est juste pour ça que j'utilise les billes d'argile, pour surélever quand le cache-pot est trop grand par rapport à la hauteur du pot de la plante en fait. Et enfin la dernière chose que j'utilise vraiment souvent, et vous l'avez vu si vous m'avez vu faire des rempotages, c'est les chips de coco. Alors je vais vous montrer. Je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est. Donc les chips de coco, c'est de la noix de coco. Et ça permet vraiment de faire des grosses poches d'air dans le substrat et d'éviter que ce soit trop compact encore une fois et que ça étouffe les racines. Et il me semble que comme la perlite, ça retient l'eau. Alors comme les chips de coco, c'est pas toujours évident à trouver en magasin. Celle-ci, je crois que je les avais achetées dans le rayon des terrariums. C'est un truc, c'est un substrat pour les iguanes ou pour je sais plus trop quoi. Là, j'ai du coup du substrat orchidée. Donc en fait, dedans, ce sont pas des chips de coco, ce sont des écorces de pin. Donc ça, on en trouve partout, du substrat orchidée. Après, il est pas forcément composé de la même manière ou avec le même calibre d'écorce. Mais du coup, ça ressemble à ça. Il y en a parfois des plus claires ou des plus grosses, mais ça peut faire l'affaire. Enfin, en tout cas, pour remplacer les chips de coco, je trouve que ça fonctionne bien. Souvent, en plus, dans les substrats orchidées, il y a une grosse majorité d'écorce de pin. Parfois, il y a de la sphaigne. Parfois, il y a aussi un petit peu de terreau, mais en général, c'est surtout de l'écorce de pin. Donc, ça peut être intéressant d'acheter un sachet de substrat orchidé pour remplacer les chips de coco si on n'en trouve pas. Ensuite, j'ai de la sphaigne. Alors, la sphaigne, je l'utilise quand même assez peu. J'ai pas forcément de bouture en sphaigne, j'aime pas ça. Je l'utilise pour mes deux pothos que je vous avais montré qui vivent en sphaigne parce que j'arrivais pas à les tenir, sinon ils étaient en train de brunir. En sphaigne ça se passe bien, mais sinon c'est vrai que c'est pas un substrat que j'utilise beaucoup. Alors j'aime bien, je trouve ça assez satisfaisant comme truc parce que ça ressemble à une grosse éponge. Mais le fait que ça ne contienne pas de nutriments me freine un peu sur la culture en sphaigne en fait, parce que vu que comme je vous disais les engrais je gère pas forcément de façon assidue. Le fait qu'il n'y ait pas du tout de nutriments dans la sphaigne, ça me freine dans le sens où si j'apporte pas d'engrais ou que j'oublie, je sais que la plante n'aura vraiment rien. Alors que dans un terreau normal, classique, il y a quand même quelques nutriments dedans. Alors pas si ça fait 2 ans que votre plante est dans le pot, mais pendant 3 à 6 mois, il me semble, il y a déjà de l'engrais à l'intérieur, donc ça me rassure plus que la sphaigne qui pour le coup n'a vraiment aucun nutriment et qui est juste là en tant que base en fait. Ensuite, j'ai du simple terreau universel que j'utilise pour les jardinières de mon balcon et 2 substrats que j'ai achetés et que je regrette un peu d'avoir acheté parce que je les utilise vraiment très rarement, voire jamais. C'est la vermiculite. Alors la vermiculite c'est utile si on veut faire un mélange de perlite et de vermiculite pour de l'hydropassive. Mais en fait j'ai déjà essayé et ça fonctionne pas du tout chez moi. À chaque fois que j'ai essayé ça pourrissait juste. On n'a pas eu du tout l'effet escompté. Donc au final la perlite j'utilise beaucoup mais la vermiculite j'utilise vraiment jamais. Mais bon je garde quand même en me disant si un jour j'ai vraiment un sauvetage de l'enfer et qu'il faut que j'essaye tout, bon c'est toujours bon à avoir quoi. Mais c'est pas du tout un indispensable selon moi. Et j'ai de la tourbe. Alors tourbe, je l'ai utilisé quelques fois pour les substrats Calathea, mais j'avoue que c'est rare que j'y pense. Et puis je trouve que c'est quand même très compact et difficile de gérer l'arrosage de la tourbe. Je voulais aussi préciser quelque chose, si vous ne le saviez pas, c'est que la tourbe et la sphaigne, ça vient des tourbières et c'est quelque chose qui se renouvelle moins vite qu'on ne le prélève dans la nature. Donc bon, écologiquement c'est pas dingue quoi.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Je vais essayer de vous mettre un maximum de liens dans la barre d'infos si je retrouve où vous pourrez vous procurer tout ça, si ça vous intéresse. Si vous avez des questions ou des choses qui me paraissaient trop évidentes et que du coup j'ai pas du tout pensé à dire, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que vous serez au rendez-vous. Salut!